Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette trop rapide conférence où on n'est pas là pour s'amuser parce qu'on va parler d'un sujet grave. On va parler de l'emploi, on va parler des entreprises et on va parler de la rencontre entre ceux qui en cherchent et ceux qui en trouvent des emplois. Et juste un petit sondage rapide. Je vois quelques étudiants qui vont lever la main pour m'assurer qu'ils sont étudiants. 1, 2, 3 étudiants, ouais, 4 étudiants, 5, et des employeurs potentiels qui ont déjà une activité d'entreprise. Ok, donc c'est parfait, on est exactement dans le schéma qu'on espérait. Mythe, c'est très bien. Voilà, donc on est dans une société qui est confrontée, vous le savez, à des difficultés de plus en plus tendues sur le recrutement. C'est pas évident de trouver des salariés motivés et fidèles. Et dans de nombreux secteurs d'activité, c'est le même cas. Le tourisme n'échappe absolument pas à la règle. Et on a aujourd'hui un défi qui est de trouver des salariés et des salariés motivés. Face à ces tensions, les jeunes qui suivent des formations, qui sortent de formation, qui rentrent sur le marché du travail, eux, ils sont en attente de recherche, ils sont en recherche de sens. Ils sont en attente d'employeurs qui sachent les écouter et qui sachent leur donner des raisons de rester, de se fidéliser à une entreprise qu'ils pourraient rejoindre. Dans le monde du tourisme, il se trouve qu'on trouve aujourd'hui plein d'entreprises présentes sur ce salon qui ont des statuts totalement classiques, mais on trouve aussi des acteurs dont les caractéristiques de l'entreprise sont un petit peu plus atypiques et sont engagés sur des voies qui valent d'être connues, avec un modèle de développement, un mode de gouvernance qui rebat un peu les cartes dans les relations entre les employeurs et les salariés. Et donc on accueille ici une petite brochette pour avoir des éléments concrets de 3 entreprises totalement différentes qui sont venues apporter un témoignage sur leur mode de fonctionnement avec une coopérative, avec une entreprise à mission, une entreprise labellisée Bicorp, qui sont toutes les 3 sur des chemins différents et en même temps qui ont toutes les 3 des pratiques qui valent d'être découvertes. On a donc des formes concrètes qui sont dans les pratiques managériales et dans leur engagement que je vous propose d'explorer à travers les interventions de mes 3 interlocuteurs qui vont se charger de se présenter. Je vais commencer par donner la parole à Best Western, à mes côtés, avec Rachel, qui va vous expliquer ce qu'est Best Western en quelques mots. Et ensuite, on reviendra, enfin faire le tour de piste, et après on reviendra plus précisément sur les raisons qui font qu'ils sont autour de cette table. Bonjour à tous. Rachel Loison, je suis à la direction du service RSE et marque employeur pour le groupe depuis. Donc c'est un service qui a été créé il y a 5 ans. Nous, c'est une coopérative internationale. Elle a été fondée en 1946 par Monsieur Gertin, qui était juste un sténographe et qui a décidé de rejoindre sa sœur en Californie. Il a travaillé dans la publicité et puis il s'est dit tiens, il y a des hôtels, je vais en acheter un. Et puis il avait la route 66, il en a acheté et puis il s'est dit mais pourquoi en fait ne pas mutualiser les coûts, ne pas mutualiser tout ce qu'on fait, on irait beaucoup plus fort, on irait beaucoup plus vite, on serait beaucoup plus fort. Voilà, d'où l'idée de créer cette coopérative. Et en 80, donc il y a plusieurs pays qui ont rejoint cette coopérative. Et la France, c'était 1981 avec Best Western France. Et voilà, aujourd'hui, on va dire, il y a plus de 15 gammes qui existent de marques Best Western dans le monde. Plus de 4000 hôtels, environ 44 000 hôtels dans le monde, 330 en France. Donc voilà. Je pense que peu d'entre vous savaient que Best Western était une coopérative. On reviendra tout à l'heure sur la raison, le pourquoi, le sens et le comment de cette démarche de coopérative. Maintenant, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Guillaume, qui est un personnage que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps et qui est assez exceptionnel, qui va nous parler de Gringo. Merci Jean-Michel. Bonjour à toutes et tous. Gringo, c'est une entreprise à mission, tout simplement. Notre mission, nous, c'est de construire un tourisme plus durable. Ça va être ça notre point de départ. Nous, en fait, on est parti du sujet climatique en se disant, il y a vraiment un sujet de transition climat. Quel secteur pèse combien dans cette équation? Le tourisme, c'est entre 8 et 11% selon les estimations des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et donc, nous, on s'est attaché à offrir des solutions concrètes pour un tourisme qui donne envie, mais qui est aussi compatible bas carbone. Et donc, on a monté une plateforme de réservation et de recherche de vacances et de logements éco-responsables sélectionnés.
C'est une start-up technologique qu'on a créée en 2021. On a plus de 22 000 logements sélectionnés réservables en ligne aujourd'hui. On a des séjours qui sont notés 4,8 sur 5 en moyenne. Aujourd'hui, on est 23 salariés. Voilà, on en reparlera tout à l'heure peut-être. Et puis on a accueilli plus de 100 000 voyageurs dans le réseau Gringo cette année déjà. Merci Guillaume. Je précise que l'ambition de Gringo, c'est de faire en sorte que les voyageurs voyagent moins loin en évitant d'aller aux Seychelles pour passer un week-end. Alors, week-end, je sais pas. On en reparlera. Mais en tout état de cause, on aura l'occasion de voir en quoi cette entreprise à mission a vraiment des caractéristiques tout à fait originales. Et puis alors, après un groupe hôtelier et après une plateforme de réservation en ligne, on va passer à un troisième type d'entreprise que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Home Exchange. Là aussi, on est sur un terrain un petit peu atypique. Et donc, je vais proposer à mon invité de se présenter, de nous en dire plus sur Home Exchange. Tout à fait. En tout cas, ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Moi, du coup, je suis Elisa Papin. Je suis Impact Manager chez Home Exchange. Et Home Exchange, c'est du coup la première communauté mondiale d'échange de maisons et d'appartements, donc pour les vacances ou pour tout type de voyage. L'échange de maisons, c'est un concept assez vieux. C'est né dans les années 60. Et Home Exchange, pour le coup, est né dans les années 92. Et depuis, on s'est développé en achetant différentes boîtes qui faisaient aussi de l'échange de maisons pour être présent dans plusieurs pays dans le monde. Et aujourd'hui, donc du coup, on est 145 salariés. C'est 250 000 membres qui s'échangent du coup leur maison, donc soit de manière réciproque. Donc Michel va chez Pascal peut-être et Pascal va chez Michel, où on a créé un système de points qui fait qu'on peut aussi faire de l'échange non réciproque. Donc on accueille n'importe qui de la communauté chez soi, il nous offre des points et avec ces points on part chez quelqu'un d'autre de la communauté ou plus tard on cumule ces points et on part un peu plus tard dans l'année. Donc voilà, aujourd'hui la France est notre plus gros marché, suivi par l'Espagne, les États-Unis et d'autres pays en Europe. Merci beaucoup. Vous voyez qu'on a quand même 3 entreprises qui tiennent la route, de bonne taille, de bonne ambition, et on va rentrer dans les valeurs pour voir que ce type d'acteurs sont vraiment à bien des égards tout à fait exemplaires. Je vais revenir peut-être vers Rachel. Est-ce que tu pourrais nous préciser finalement ce statut de coopérative, pourquoi, comment, et en fait comment définir le caractère engagé finalement de Best Western? Alors, dès la fondation de Best Western, donc qui date de 1946, l'idée, c'était vraiment de fédérer tout le monde, de mutualiser les coûts et d'avoir aussi le client vraiment au cœur de tout et d'être là pour le client et de le considérer comme une famille. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose de marketing, etc. C'est l'authenticité. À l'époque, il y avait beaucoup d'hôtels standardisés. Et là, l'idée, c'était, non, en fait, c'est peut-être pas la bonne voie. Peut-être la bonne voie, c'est des hôtels tous différents et qui ont une âme. Et voilà. Et donc, c'était plutôt quelqu'un de visionnaire. Et finalement, il a réussi à embarquer au fur et à mesure plein de pays autour de lui, autour de ce concept. Et aujourd'hui, c'est un concept qui est toujours d'actualité. Voilà. Et la démarche coopérative, au final, pourquoi pas une société anonyme cotée en bourse ou autre? Alors, l'intérêt d'une coopérative, c'est un homme égale une voix. C'est très démocratique. Vraiment, moi, je trouve en fait l'idée de la coopérative hyper RSE. Moi qui suis à la direction RSE, parce qu'en fait, tout le monde a son mot à dire. Tout le monde travaille en co-construction. On parlait tout à l'heure de société à mission. Nous, on a travaillé aussi nos valeurs. Alors, on a mis au moins 1 an et demi à travailler nos valeurs, à trouver 3 mots, mais tout le monde est d'accord. Voilà, il faut aussi, on s'écoute. Là, on a travaillé sur notre raison d'être. Ça a duré 6 mois. Pareil, avec 10 000 ateliers. On a pris les clients, les collaborateurs, les directeurs. Mais il y a ce côté démocratique qui est très fort dans une coopérative. Et je pense que c'est vraiment une très belle valeur. Et nous, les valeurs, c'est authenticité, convivialité, engagement. Et c'est des valeurs qu'on vit au quotidien. Merci pour ces précisions. Mais alors, pour Gringo, Guillaume, la raison d'être, vous avez mis plusieurs années à la définir? Alors nous, c'est le point de départ en fait. Nous, on s'est demandé comment rendre le tourisme plus durable. Et en fait, la raison d'être était à l'origine de l'entreprise. Ensuite, il fallait trouver le bon schéma de gouvernance et juridique pour transformer cette volonté, cette raison d'être en quelque chose de concret avec la bonne structure. Et on a réfléchi à faire une coopérative justement à ce moment-là. Donc une SKIC, une SCOP, on a étudié un petit peu les modèles.
Nous, on aimait beaucoup le principe de la coopérative avec différentes parties prenantes. Bon, il y a le modèle démocratique, mais il y a aussi la notion de partie prenante qui était très fort pour nous, avec des hébergeurs, des voyageurs, des salariés ou des acteurs externes institutionnels, par exemple. Mais ça n'a pas fonctionné pour nous, en tout cas, ça ne semblait pas fonctionner sur le plan financier. Parce que Gringo est une entreprise technologique, on a des millions d'euros d'investissement à déployer. Et on n'a pas eu la perspective de réunir suffisamment de financement au niveau de la communauté. En tout cas, pas dans les proportions qui auraient été nécessaires. Donc, finalement, on s'est dit, on va plutôt faire une entreprise à mission, avec une raison d'être, avec des objectifs sociaux et environnementaux qui en découlent, et on va prendre les codes de la coopérative. Donc, en fait, ce que l'on a fait, c'est que aujourd'hui, tous les salariés de Gringo sont actionnaires au capital. Et les parties prenantes de Gringo sont actionnaires au capital. Donc on a à peu près 20% du capital aujourd'hui qui appartient à notre communauté de voyageurs et d'hébergeurs. Ils ont un siège au comité stratégique pour influencer les décisions. Il y a un comité de mission où aussi ils ont une voix, et même beaucoup de voix même, pour orienter la démarche d'impact, les arbitrages qu'on est amené à faire ou pas. Et donc je dirais qu'on a réussi à trouver un schéma finalement qui était fidèle à ce qu'on voulait faire, qui avait les avantages, mais voilà, qui permettait aussi de s'affranchir des contraintes. Et donc je pense que chaque cas est particulier et voilà, on doit aussi modeler un petit peu les différents modèles à notre disposition selon le cas de figure. Ok, merci. Donc une forme un peu hybride finalement qui est intéressante à découvrir. Alors, du côté de Home Exchange, on est sur un schéma finalement plus classique au titre de la structure juridique de l'entreprise. Mais alors finalement, qu'est-ce qui caractérise la dimension engagée de l'entreprise ? Effectivement, la dimension engagée, elle n'était pas comme Gringo là dès le début. Nous, c'est vrai qu'au début, voilà, on s'est pas mal développé. Et voilà, des petites actions ont commencé à émerger plutôt en 2018-2019. Et je dirais que là où il y a eu une belle étape de franchie, c'est quand on s'est posé la question de rejoindre le label B Corp. Donc c'était un label qui était assez connu aux États-Unis en fait. Il est né dans les années 2006. Et en France, il a commencé à émerger plutôt début 2020, il a commencé à avoir une accélération. Et là, c'est vrai qu'on s'est dit, c'est un label, donc en gros, qui reconnaît les entreprises qui travaillent sur les sujets environnementaux et sociaux et pas qui simplement se focalisent sur leur profit. Et donc, on s'est dit, un mouvement d'entreprises engagées qui veulent faire les choses mieux, qui veulent s'améliorer. C'est une communauté en plus d'entreprises. Donc, nous, les communautés, ça nous connaît chez Home Exchange. Donc, on s'est dit, allez, go, on s'intéresse à ce label. On a mis pas moins de 2 ans à être certifié, parce que c'est quand même un long processus. Mais le côté très spécifique de ce label, c'est que ça nous aide à nous améliorer. Donc là, en l'occurrence, c'est 5 grands piliers: la gouvernance, les clients, la manière dont on traite nos collaborateurs, dont on a de l'impact sur les communautés et l'environnement, évidemment. Donc non seulement ça nous permet de nous évaluer assez rapidement à 360 sur tout l'impact qu'on peut avoir, et c'est aussi une formidable boîte à outils parce qu'on sait là où on en est. Mais comme c'est donc un questionnaire de plus de 200, enfin même pour les grosses entreprises, c'est 300, 400 questions, je crois. On voit ce qu'on fait, mais on voit aussi tous les champs du possible pour s'améliorer. Donc, et spécialement en pratique RH, c'est du coup une boîte à idées et à inspiration géniale. Donc voilà, la label B Corp, un super outil pour nous. Bon, alors, du coup, hop, on attrape le sens. J'ai du sens, j'ai du sens, j'ai du sens. On a 3 entreprises porteuses de sens. Super. Je coche la case entreprise porteuse de sens. Mais les jeunes qui sont ici présents, qui demain vont se trouver sur le marché de l'emploi, bien sûr qu'ils veulent du sens, mais pas que. Donc on va un petit peu parler concret. Qu'est-ce qui caractérise votre engagement dans la relation aux salariés, et en particulier quels sont les dispositifs, les options, les méthodes, les logiques que vous avez pu mettre en œuvre au titre des caractéristiques de votre structure pour faire venir des jeunes des jeunes diplômés, des jeunes moins diplômés, et les fidéliser. Rachel. Alors, nous, on travaille pas mal notre marque employeur, mais on est 5 départements dessus pour vraiment qu'on ait cette co-construction de stratégie. Donc, on a évidemment le pôle RH qui travaille dessus, la RSE, on a le marketing, la com, le réseau, les gens qui sont sur le terrain aussi, ça c'est important.
Donc voilà. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est travailler nos avantages collaborateurs. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer, notamment pour nos collaborateurs qui sont en hôtel et au siège évidemment. Mais donc on a 4000 quand même collaborateurs dans les hôtels. Et on sait que l'hôtellerie n'est pas le secteur le plus facile au niveau du recrutement. Et avant Covid, on s'est dit, c'est important de dire avant Covid parce qu'on avait quand même un peu de burn-out dans les hôtels, déjà même avant le Covid. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et donc, on a mis en place une ligne téléphonique pour tout ce qui est aide psychologique, pour même les aider lorsqu'il y a une crise d'adolescence à la maison. Voilà, c'est pour non seulement les collaborateurs, mais tout aussi leur famille. Maintenant, on a étendu cette ligne téléphonique. On a l'aide assistance sociale, litige juridique, coaching de vie, perso-pro. Donc, même certains qui deviennent managers, ils ont du coaching en management. Donc voilà. Donc ça, c'est un outil qui a beaucoup servi, en plus quelques mois après avec le Covid. Des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain, on va dire presque sans travail. Donc c'était important. On est aussi allé, on a aussi des réductions dans tous les hôtels, nous, Best Western. Donc évidemment, quand on va chez nous, on a des réductions dans tous les hôtels dans le monde entier, ce qui est quand même pas mal comme avantage collaborateur. Donc ça attire aussi les talents. Et autre avantage fort, on a une plateforme CSE. Donc ça permet d'avoir des réductions pour aller au camping. Pas encore avec Home Exchange ou Gringo, on verra, on se reparle. Voilà, mais pour avoir des réductions pour aller au parc Astérix. Donc on se met aussi on les écoute et voilà, et on leur demande ce qu'ils veulent. On est allé aussi on a fait quelques tests pour les aider, pour aider les enfants. Avec les études scolaires, d'avoir des gens aussi, des profs express, on a essayé. Donc on essaye, on les écoute et on leur demande aussi ce dont ils ont besoin. Première série d'exemples très concrets. On va continuer à en faire plusieurs tours de table sur ce sujet-là, puis je poserai la question au public les questions que vous auriez à poser après. Guillaume, chez Gringo, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai une autre question complémentaire sur ce sujet des salariés. Oui, alors c'est un ensemble de choses, je pense. Il y a un ensemble de choses tangibles déjà. Donc nous, concrètement, comme je le disais tout à l'heure, on distribue des actions gratuites à l'ensemble de nos salariés, sans exception. Donc ça veut dire qu'un salarié aujourd'hui qui est chez Gringo en CDI, il a des actions Gringo. Il a une partie de l'entreprise. Donc la valeur, on la partage dès le début. C'est un sujet d'actualité, la partage de la valeur, la justice sociale. Voilà, nous on a fait le choix de le faire dès le début et par principe. C'est pas juste pour faire joli, pour que les gens soient contents. C'est quelque chose de très fort. Ensuite, je pense qu'il y a un certain nombre d'avantages concrets. Par exemple, nous on offre à nos salariés 250 € de bons d'achat Gringo tous les trimestres. Donc ça veut dire que si vous travaillez chez Gringo aujourd'hui, tous les trimestres, vous pouvez aller vous faire un week-end Gringo ou plus si affinité et vous avez 250 € offerts tous les 3 mois. Donc c'est un avantage qui est quand même pas négligeable. Ça nous coûte de l'argent, clairement. On est une start-up, on n'est pas non plus très large financièrement, mais pareil, par principe, on considère que ça fait partie des choses assez structurantes pour que tout le monde soit aligné. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui vont rencontrer les hébergeurs, qui vont eux-mêmes se mettre dans la situation des voyageurs qui sont aussi nos clients, etc. etc. Donc ça, c'est 2 exemples très concrets. Je pourrais en citer d'autres. Et après, il y a des intangibles qui sont là d'ordre plus culturel et philosophique, je dirais. Donc c'est déjà en premier lieu de donner la place aux gens de s'exprimer, d'avoir des responsabilités, etc. On a une moyenne d'âge chez Gringo qui est de 26 ans, donc on est une entreprise très jeune. On a des gens à qui certains employeurs peut-être auraient du peur de donner des responsabilités ou autres, mais nous au contraire, on accompagne la construction de chaque personne et on le fait vraiment. Ça c'est vraiment une politique managériale, mais c'est aussi une notion de culture. Et je dirais que philosophiquement, ce qui est assez fort chez nous en termes de culture et d'état d'esprit, c'est qu'il faut aller même encore un cran en dessous de quel est l'objectif de Gringo. En fait, on a la raison d'être concrète qui est de construire un tourisme plus durable. Et si on tire le fil, oui, mais pourquoi faire? C'est quoi encore qui est en dessous à la racine de ça? Et ça, le premier jour, on s'est lancé dans cette entreprise, on s'est dit, l'objectif c'est quoi? C'est d'être heureux en tant que société, nous-mêmes, tous les jours dans notre vie, etc. Et c'est pas durable pour durable, ça sert à rien. En durable en soi, bon, voilà, mais c'est qu'il y a une rationalité derrière qui est qu'une notion d'harmonie, de bonheur individuel, etc. et collectif. Et ça, on essaie de l'appliquer tous les jours à l'ensemble des salariés. C'est-à-dire, ça passe par, est-ce que tout le monde se sent bien? Est-ce que
quand il y a un peu de pression sur des sujets, nous on se met facilement sous pression, pression financière, pression des résultats, on va pas y arriver, etc. Mais il faut garder la ligne la ligne de vie qui est, attendez, est-ce que là c'est en train de nous rendre heureux? Là c'est trop sous pression, ça va pas, détends-toi, c'est pas grave, ça va pas, voilà. Il faut rester dans ce cadre-là. Et ça c'est quelque chose d'assez difficilement tangible, mais c'est une question d'état d'esprit, de culture d'entreprise aussi qu'on essaie d'instiller concrètement chez Gringo et qui est assez spécifique. Je te remercie. C'est dommage parce que je pensais garder cette phrase-là pour la fin, parce que on pourrait faire un break d'1 minute de méditation pour que chacun réfléchisse en son fort intérieur sur ce que vient de dire Guillaume. C'est d'une puissance absolument phénoménale. La priorité de l'entreprise, c'est le bonheur. Le bonheur des clients, mais le bonheur des salariés. Avec tout ce que ça engendre d'interaction dans l'entreprise, avec ce qu'il a évoqué tout à l'heure, des outils qu'on a pu évoquer. Donc du coup, bon, tant pis, tu as cramé les faits, c'est pas grave. Excuse-moi. Pas grave. Non, pas grave. Elisa, on revient vers toi du coup par rapport à... Bon, alors c'est quoi les outils qui rendent différents Home Exchange par rapport à d'autres entreprises pour que les salariés se sentent aient envie de rejoindre Home Exchange ici présent et envie de rester une fois qu'ils sont là? Comment je passe après Guillaume, moi, du coup, maintenant? Je dirais qu'un des points assez, je vais évoquer 2-3 trucs. Je pense qu'une des choses particulières chez Home Exchange, c'est notre type de management qui est, donc on vient un peu de la philosophie de l'entreprise libérée, c'est-à-dire qu'on on applique un management qui est assez décentralisé. Les managers chez nous, enfin on leur dit, on se dit ça tous les jours, on n'est pas là pour décider, de prendre des décisions pour l'équipe, on est là pour donner du contexte et les équipes sont hyper responsabilisées. Après voilà, on teste des trucs, on se plante, tant qu'on y va avec des bons arguments, etc. On sait qu'on n'est pas parfait, mais ça c'est hyper fort et hyper précieux chez nous, cette culture de l'entreprise libérée. Et après, voilà, un autre point assez fort, je rebondis sur le partage de la valeur. Nous, depuis le début, c'était hyper ancré. On a, par exemple, un bonus, donc non seulement, d'une part, sur les résultats financiers, qui est le même, qui est pour tout le monde. Donc, qu'on soit là depuis 6 mois ou depuis 16 ans chez Home Exchange, tout le monde touche exactement la même chose. Donc, on est hyper... pour nous, le collectif est hyper puissant versus l'individuel. On a ajouté à ça, il y a 2 ans maintenant, un bonus basé sur des critères extra-financiers. Donc l'idée derrière, c'était qu'en tant qu'entreprise engagée, pourquoi on récompenserait, on donnerait une prime uniquement sur du coup, le chiffre d'affaires généré, alors que nous, voilà, dans nos valeurs, de générer d'autres choses que du profit. Donc voilà, on a 4 autres critères en plus du financier, que s'ils sont atteints collectivement, et ça déclenche idem une prime pour tout le monde. Donc ça, je pense que c'est assez aussi innovateur. Et après, en petites choses un petit peu plus facile aussi à mettre en place, mais on a notre TTR, le fameux, les temps de trajet responsables. Si les employés choisissent pour leur temps, donc vacances, congés personnels, d'éviter l'avion et de prendre plutôt une solution bas carbone, donc que ce soit le covoiturage, train bien sûr, bateau, pourquoi pas. Sur un trajet de plus de 6 heures, du coup, on offre 2 journées entières sur l'année. Donc, ce n'est pas du congé total. C'est un peu un mode semi-off, comme pas mal de boîtes qui ont fait ça. Et donc ça, on l'a mis en place aussi il y a 2 ans. C'était très nouveau en France. C'est Ubique qui l'a mis en place pour le rendre à César. Mais depuis, ça s'est essaimé dans plein de boîtes. Et ça, c'est génial. Et enfin, notre VTO peut-être, donc donner des jours pour que les employés puissent s'engager auprès d'associations qui leur tiennent à cœur. Donc ça, tout le monde a une journée par an aussi à donner à une association. Ça fait quand même pas mal d'illustrations assez sympas d'innovation. On est dans le village des innovations durables avec des petites touches de différentes natures. J'aime bien l'histoire des jours de congé, mais alors du coup, je reviens vers Guillaume, parce que je crois qu'il a dans ses équipes une illustration assez sympa à livrer sur la relation aux salariés par rapport à cet exemple des jours pour mobilité. Oui, effectivement. Alors, c'est le cas d'une salariée que certains et certaines connaissent ici, qui s'appelle Romane, qui avait pour rêve, projet de vie, je dirais, de partir en Chine. Donc, c'est quelqu'un qui est très engagé, qui n'envisageait pas d'y aller en avion, donc en train, donc sur un voyage long qui prend 3, 4, 5 mois.
Et donc, la question s'est posée, est-ce que voilà, c'est possible? Est-ce qu'on peut prendre un congé, par exemple, sabbatique pour faire ça? Ou est-ce que c'est pas... Enfin, je veux dire, dans la relation contractuelle que l'on a d'un employeur-employé, normalement, on a un droit de refuser, hein, évidemment, ce type de choses. Mais quand on est face à ce type de choix, nous, ça ne nous arrangeait pas. Hein, franchement, c'est quelqu'un d'assez central dans notre équipe qui est à l'origine de beaucoup de fonctionnalités différenciantes qu'on a sur la plateforme, qui joue un rôle assez stratégique chez nous. Mais c'est pas comme ça qu'on a réfléchi à ce problème. On s'est dit, est-ce que ça, par rapport à notre ligne de vie, là, de sécurité, que je disais, on se met facilement à sa place. C'est une notion de projet de vie, de quelque chose qui va contribuer à son bonheur. Et donc ça doit passer avant nos problématiques opérationnelles concrètes. Et donc nous, on s'arrangera ensuite pour trouver des schémas qui peuvent fonctionner. Et donc en fait, ça a duré 1 minute comme discussion peut-être. Donc et bon, après bien sûr, si tout le monde le fait en même temps, etc. Hein, ça pose des problèmes aussi au collectif. Mais voilà, c'est une illustration que tu voulais que j'apporte, qui est concrète par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est concrète, puis elle retrace bien un peu le caractère un peu déjanté franchement, c'est une start-up, il y a 20 et quelques salariés, ils ont 5 ans, ils s'autorisent à tenir la ligne de cette démarche d'écoute des salariés. Chapeau bas. Il y a une précision que j'ai, c'est que c'est quand même plus facile quand c'est dès le départ, quand c'est pas quelque chose à transformer, préexistant, etc. Et donc je dirais qu'on a encore moins d'excuses pour pas le faire dès le départ. Quand on a le champ libre, une feuille blanche et la capacité de le faire dès le départ, c'est beaucoup plus simple que quand on va transformer quelque chose déjà établi. Hein. Moi franchement, c'est quand avec tout l'historique des entreprises dans lesquelles vous êtes, bien sûr c'est un challenge vraiment plus compliqué. Mais donc on n'a aucune excuse quand on démarre comme ça de mettre les bonnes bases dès le départ. Et autre thématique, alors peut-être avec Rachel, c'est la question de la gouvernance et de la prise de participation des salariés dans les prises de décision de l'entreprise. Chez toi, qu'est-ce que ça Je vais faire une illustration très pratico-pratique. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur notre vision 2026-2029. Et donc ça s'est passé toujours en plusieurs phases. Donc d'abord c'était le conseil d'administration. Donc nous, le conseil d'administration, ce sont nos hôteliers. Donc il y a 10 hôteliers autour de la table. Donc on travaille ensemble avec le COMEX, donc des directeurs des différents départements. Après, ça s'est élargi avec tous les managers. Donc on est reparti sur une autre journée de travail qui s'est transformée en 2 journées de travail. Et la semaine dernière, on était en séminaire avec tous les collaborateurs. Donc on est 130 au siège. Et on a fait un brainstorming collectif avec avec tous les collaborateurs pour qu'on travaille cette vision tous ensemble. Et on est en train de décrire cette vision, mais de façon collective, avec les hôteliers, nos collaborateurs au siège, peu importe le poste. Et ça, vraiment, c'est génial pour être impliqué dans la vision, pour être engagé. Et on a notre raison d'être en boussole et qui est quand même une raison d'être environnementale et sociétale. Donc on peut être content, ensemble rendons le monde plus accueillant et on embarque tous les départements, même le e-commerce, quand ils sont retrouvés avec cette raison d'être, ils se sont dit mais comment on va faire et finalement, tout le monde a joué le jeu. Et si on les avait pas sollicités dès le début, ça aurait été compliqué. Et là, ils ont envie d'avancer et ils comprennent davantage en fait pourquoi on doit aller dans ces objectifs-là. Et même, on va dire, la RSE, nous, c'est un cap entier de la prochaine vision. Et merci. Et sur Home Exchange, l'implication des salariés dans les prises de décision? Oui, alors du coup, nous, donc, du fait de cette philosophie entreprise libérée, c'est vrai que les salariés sont, on va dire, systématiquement associés aux prises de décision. Donc, soit, on va organiser des groupes de travail. De toute façon, dans Bicorp, c'est aussi ça. L'idée, c'est que intégrer ces parties prenantes dans la stratégie. On a fait notre première analyse de matérialité il y a 2 ans, où l'idée est de voir un peu à long terme les enjeux RSE stratégiques pour Home Exchange. Et là-dedans, on interroge nos parties prenantes. Donc, les salariés en font partie. Notre communauté en fait partie. Donc, on multiplie aussi, au même titre qu'on inclut les salariés dans la réflexion. En fait, mais c'est même au-delà d'eux, on inclut la communauté qui est le cœur de notre modèle dans de plus en plus de réflexions aujourd'hui. Demain, on a nos gros projets de l'an prochain, c'est monter notre fonds de dotation. Du coup, le futur comité du fonds de dotation intégrera très certainement
et salariés et membres de la communauté. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui, au-delà d'être pour Bicorp, c'est un facteur clé de réussite pour nous, pour voilà, avoir les bonnes idées, la diversité des idées aussi, ça c'est très important. Et l'appropriation, l'engagement, et c'est gage de la réussite de ce qu'on va mettre en place aussi. Oui, c'est vrai que forcément, on est plus riche quand on est plus nombreux à échanger. Et chez Gringo, la question ne se pose même pas sur la prise de décision, c'est toi qui décides de tout. Alors, évidemment que non, hein, c'est une blague, mais c'est pas évident la prise de décision à organiser. Hein, et donc, effectivement, donc nous, on essaye d'être le plus collaboratif possible. Alors, pour des startups de petite taille, hein, au début, c'est un peu délicat parce que les fondateurs sont là dès le début tout seuls, bon, donc décident de tout, puis petit à petit, des gens rejoignent, donc il faut petit à petit partager le volet décisionnel, ce qui n'est pas sans challenge concret, on va dire, sur comment on prend quelle décision, pourquoi, qui est impliqué, à quel niveau, etc. Et ensuite, nous, ce qui a été structurant aussi, c'est l'ouverture de notre capital, hein, bien sûr, que l'on a fait auprès d'investisseurs à impact exclusivement, et auprès de notre communauté, bien sûr, d'hébergeurs et de voyageurs. Mais c'est là que c'est important d'avoir une structure, notamment ce cadre, nous, d'entreprise à mission. On a notre 4e objectif social et environnemental qui consiste à dire qu'on doit accompagner les parties prenantes dans des pratiques plus vertueuses et les inclure dans la gouvernance de l'entreprise. C'est écrit. Et donc, ça veut dire quoi dans la gouvernance de l'entreprise? Ça veut dire s'il y a un comité stratégique qui se met en place, il doit y avoir les parties prenantes, qui sont les hébergeurs, les voyageurs, représentés avec un poids dans ce comité stratégique. Entreprise à mission, évidemment, on a un comité de mission en plus. Et donc, pareil, je dirais que ça, c'est une boussole où c'est écrit noir sur blanc dans les statuts. C'est pas pour faire joli. C'est pour servir de contrat social, moral et concret juridique entre l'ensemble des personnes qui constituent notre entreprise. Ok, merci. Donc, entreprise à mission, on voit très clairement toute une série d'éléments qui caractérisent dans la relation aux salariés cette originalité. Coopérative, pareil, on est sur un schéma un peu atypique et sur une entreprise labellisée Bicorp, il y a aussi des règles qui sont données, qui servent de fil conducteur. Avant de donner non, je vais peut-être donner la parole au public, puis après j'aurai une question. Je reviendrai vers vous avec une question subsidiaire, mais déjà tout de suite, est-ce que dans le public, il y a des questions que vous souhaiteriez poser à l'un ou à l'autre ou aux trois de nos intervenants? Bonjour, Nadia Patriarcat de Nouvelle-Calédonie. Je travaille pour une agence d'attractivité. Ma question s'adresse à Elisa. Vous parliez tout à l'heure de bonus annuel financier, mais également d'un autre bonus sur 4 piliers. J'aurais voulu savoir un petit peu plus sur les valeurs défendues et concrètement sur quelle base vous monitorez l'atteinte ou pas de ces objectifs pour avoir ce bonus. Ouais, et c'est vrai que c'était une vraie réflexion parce qu'il fallait des critères qui soient dont on puisse être responsable. Parce qu'on s'est posé par exemple la question peut-être du pourcentage d'échanges faits avec avions ou autres liés au CO2, des choses comme ça, mais c'est dépendant de tellement de facteurs externes qu'il peut y avoir un peu un côté démotivant. Donc on a essayé de trouver des critères qui soient atteignables par tous, collectifs, et dont on soit vraiment responsable. Nos 4 piliers dont je parlais, c'est donc l'équipe, l'environnement, la communauté et j'en oublie un. Bon, on y reviendra à la fin. Du coup, l'équipe, l'idée, c'est qu'on a des enquêtes bimensuelles pour mesurer un tas de choses dans l'équipe. Donc, voilà, le sentiment ça peut être le stress, les responsabilités, relation au management, etc. Donc, c'est très important que ces enquêtes soient remplies pour qu'on puisse, nous, après, mieux piloter, prendre des actions, etc. Donc le taux de participation à cette enquête en est un.
la communauté. J'ai dit tout à l'heure que c'était le plus important et c'est celui que j'oublie. Donc voilà, on a notre pilier communauté où là, c'est notre note Trustpilot. Donc on doit garder une note Trustpilot supérieure à 4,6. Le pilier environnement, donc là, c'est atteindre un certain pourcentage de l'équipe qui s'est sensibilisée au sujet environnement-climat dans l'année. Et communauté, ça va être plutôt sur l'engagement en termes de bénévolat. Donc idem, un certain nombre d'heures passées à aider des associations dans l'année. C'est tout à fait, je pense que voilà, chaque année, l'idée c'est que ce soit un peu challengeable, qu'on en discute justement avec l'équipe pour voir est-ce qu'on change le focus cette année ou autre. Donc, mais en ce moment, c'est ça. Merci, c'est une réponse intéressante. Et c'est vrai qu'on aurait eu 10 minutes de plus, j'aurais poussé la question au-delà sur mais alors, l'engagement environnemental des salariés, comment on l'identifie, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et donc, on n'a pas le temps. Je préfère. Oui, oui, d'accord, mais moi j'ai encore du pain sur la planche. D'autres questions malgré tout, pour laisser un peu d'oxygène à la salle. Moi j'ai les miennes. Donc oui. Bonjour à tous, je suis Karine Duchel, je suis la responsable RH chez Arevi, un tour opérateur. Alors j'ai une question qui s'adresse aux 3 personnes qui ont pris la parole aujourd'hui et j'aimerais savoir si vous avez eu l'occasion, parce que j'ai écouté attentivement les différentes actions que vous avez mises en place dans vos structures, est-ce que vous avez pu mesurer l'efficacité de ces actions? Donc est-ce que vous avez constaté qu'il y a un engagement un peu plus profond auprès des collaborateurs, moins de turnover, un meilleur climat social? Est-ce qu'il y a des changements qui ont été opérés depuis la mise en place de toutes ces opérations? Merci. Moi, je veux bien répondre. Nous, on s'est lancé dans Happy at Work. Donc, ça a permis d'avoir une vraie note et de se comparer avec d'autres PME. Donc, on était plutôt contents. On est en pleine progression. Mais ça ne nous suffit pas parce que c'est le siège. Et ça, voilà, le siège, c'est que 130 personnes. Nous, maintenant, on veut s'assurer que les 4000 collaborateurs dans les hôtels, on a des notes aussi bonnes. Et donc là, l'année prochaine, on réfléchit si c'est Happy at Work ou un autre indice, mais on souhaite aussi mesurer. Et là, c'est compliqué en tant que coopérative, parce que coopérative, on n'est pas censé trop s'insérer dans les RH. Donc, il faut qu'on trouve le bon outil qui nous permet de garder, on va dire, nos distances, mais de savoir aussi qu'il y a vraiment le bien-être dans tous nos hôtels. Voilà. La question va aller pour les 3, donc... Alors effectivement, nous on a le même système de scoring, voilà, comment vous sentez-vous, etc. Il y a tout un tas de critères, il y a des retours qualitatifs aussi qui sont faits au-delà du retour chiffré. Alors nous on n'a pas le avant-après puisqu'on est, je dirais qu'on est en fort développement, donc on n'a pas de comparable de avant-après, mais après nous ce qu'on regarde beaucoup ça va être le turnover, est-ce que les gens partent, ne partent pas. Bon, on a eu une personne qui est partie sur les 24 derniers mois d'elle-même en CDI, donc on a un turnover qui est très faible et bon, il y a un turnover naturel qui est lié à des projets de vie de diverses personnes, des changements d'orientation, etc. Donc on considère que c'est quand même très très faible nous par rapport aux entreprises qu'on a pu benchmarker et dans lesquelles on a pu être aussi auparavant. Et donc voilà, c'est plutôt des signaux globaux un petit peu comme ça qu'on regarde. Après, il y a tout un travail qui est fait au quotidien aussi pour capter. Par exemple, on fait un séminaire tous les ans, on en a un dans quelques semaines, et où on a des ateliers avec les salariés sur tiens voilà, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui ne va pas trop, qu'est-ce qui va bien, etc. pour libérer un petit peu les paroles et en fait tuer dans l'œuf déjà les problèmes qui pourraient survenir plus tard. Et c'est des mécaniques qui pour nous, en tout cas au-delà du suivi, ont permis vraiment d'enlever plein de problèmes qui auraient pu avoir et germer par la suite. Merci Guillaume. Pour Elisa. Et nous, donc, du coup, on a nos outils Office Vibe, celui dont je parlais pour les questionnaires bimensuels qui nous donnent des chiffres comme le INPS ou le taux d'engagement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on suit. Là, récemment, il a effectivement monté à, je crois qu'on est à 50 maintenant quand le benchmark est 34. Donc on sait que c'est haut, que c'est dû à plein de critères, pas forcément uniquement ces actions-là, mais c'est un tout. Notre outil aussi de paye PayFit donne du coup les moyennes sur la longévité des gens. Donc là, on sait qu'on est aussi au-dessus. Ça n'a pas été tout le temps le cas. On a eu des moments un peu de restructuration, etc. Mais donc là, c'est une très bonne nouvelle que ça s'est réaugmenté. Et ensuite, c'est plus du sentiment aussi. Mais pour les recrutements, on nous parle de plus en plus de certains de nos bénéfices qu'on a mis en place, de Bicorp aussi. Alors, est-ce que c'est qu'ils ont lu la page employeur et qu'ils se disent que ça fait bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on nous remonte de plus en plus, voire même certains candidats cherchent directement sur le site de Bicorp
tiens, quelles entreprises il y a dedans, ah bah je vais regarder s'ils ont des offres, quoi. Certains m'ont dit ça. Intéressant ça comme remarque. Très intéressant. Bah, du coup, pour Arzevi, est-ce qu'on peut avoir un petit témoignage de... Parce que Arzevi, c'est un grand opérateur très connu dans les voyages à forte valeur ajoutée culturelle. Est-ce que tout ceci est déjà connu et pratiqué? C'est une association, loi 1901. Donc, est-ce que vous êtes sur ce chemin-là? Est-ce qu'on peut rajouter votre voix au témoignage? Oui, bien sûr. Alors du coup, effectivement, il y a quelqu'un qui a précisé qu'il fallait considérer le avant-Covid et le après-Covid. Et effectivement, après-Covid, ça a été une période assez particulière pour les collaborateurs avec une remise en question. Parce que du coup, c'est vrai qu'avant Covid, on était une structure plutôt stable, les effectifs ne bougeaient pas beaucoup. Et après Covid, ça a tout chamboulé, où les salariés se sont posés beaucoup de questions, veulent du sens au travail. Et donc, on a dû, juste après le Covid, mettre à plat toutes nos valeurs, un peu ce que vous avez fait, donner du sens à ce qu'on fait, à nos activités, à nos postes, à notre organisation. Où est-ce qu'on veut mettre les salariés au sein de l'organisation? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les entend? Et surtout, la rétribution des collaborateurs face à leur engagement. Donc du coup, il y a exactement le côté financier forcément qui revient sur la table. Donc avec la signature d'accords de participation, d'intéressement, on challenge également les commerciaux avec des objectifs un peu comme ce que vous faites. Donc effectivement, on a dû repenser toute l'organisation et toute la philosophie et la gouvernance de l'association. Ok, merci bien pour ce Je vous en témoignage prie. improvisé pour le coup. D'autres questions dans la salle à nos intervenants? Parce que moi j'en ai quand même une qui me chatouille, c'est que c'est génial, ça y est, on a du sens, ok, parfait. On a un catalogue de dispositifs de coups de pouce, d'aide, de stimulation pécuniaire ou immatérielle auprès des salariés. On est à leur écoute, on les intègre dans la gouvernance, mais punaise, mais ça doit coûter une blinde tout ça. Passez-moi l'expression. En fait, ça coûte cher d'être engagé. Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans le compte d'exploitation et philosophiquement, je vous laisse répondre. Effectivement, non, je crois. Oui, c'est bon. Ah. Ouais, c'est bon, pardon, excusez-moi. Effectivement, on peut le voir comme cher, mais finalement, on peut aussi le voir d'une autre manière. Et moi, je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, nous, chez Gringo, on devrait recruter des développeurs web, full stack, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est des gens assez bien payés, avec une vraie tension sur le marché, plus de demandes que d'offres. Donc voilà, il y a un vrai enjeu pour les avoir. Aujourd'hui, c'est très difficile d'en attirer et on est obligé de passer par des recruteurs spécialisés. Ça nous coûte 15 000 € pour un nouveau candidat qui nous rejoint en CDI. 15 000 €. Donc maintenant, si on commence à faire les calculs, retenir les personnes au développement sur ces postes-là, on en a 5 en CDI aujourd'hui, 6 en CDI aujourd'hui. Retenir et mettre en place les ingrédients qui permettent de les retenir, on voit sur ce cas concret que l'équation elle est quand même plus rentable si on a mis un certain nombre d'ingrédients pour les retenir. Et ça, c'est qu'un exemple, mais je pourrais en citer plein d'autres et sur plein d'autres aspects. Mais donc, moi, je crois à une rentabilité économique qui proviendrait de là et un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises qui proviendraient de cette démarche d'impact au sens large. Après, ça reste encore à démontrer dans la durée sur une décennie, 2 décennies, 3 décennies. Mais c'est aussi ça qui nous motive, c'est de montrer que ce modèle différent et ce mode de pensée différent est possible et tout aussi viable, voire même plus compétitif que des modèles moins vertueux. Un complément du côté du coopératif Best Western, Rachel? Oui, on va dire, nous, le fait d'engager un maximum de collaborateurs, ce travail en co-construction. Nous, il y a des collaborateurs qui sont partis et qui sont revenus parce qu'en fait, ils se sont dit, mais en fait, on s'amuse plus chez Best Western. Il y a ce côté authenticité, convivialité. Nous, on fait des petits déjeuners tout le temps. Enfin, c'est vraiment le séminaire, le congrès. Enfin, nous, c'est devenu normal et de travailler avec nos hôteliers, c'est normal. Il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est tellement naturel et que quand ils vont dans une autre société, finalement, ils se disent, mais en fait, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, on ne peut pas essayer ça. Enfin, et ils se trouvent assez frustrés. Donc, on a beaucoup de cas, nous, des gens qui sont partis, qui sont revenus 5 ans après. Ça leur manquait, en fait, cet esprit coopératif, un homme, une voix, etc. Donc, je pense que
ces valeurs. Et quand on est jeune, en fait, on ne sait pas trop, en fait, au début, comment sont les différentes sociétés. Mais finalement, il faut prendre, en effet, du plaisir et se sentir utile et se dire qu'on ne travaille pas non plus pour une boîte qui est là pour faire de l'argent. Nous, on va dire, on travaille pour des adhérents et on n'a pas le droit de se faire des bénéfices sur nos hôteliers. Nous, en modèle coopératif, on n'a pas le droit et c'est quand même hyper sain. Quand on disait que c'était démocratique, tout l'argent doit être redistribué en service pour eux. Donc vraiment, le sujet, c'est de les accompagner pour pérenniser leur entreprise et de leur impulser évidemment de la RSE au fur et à mesure du chemin et de les encourager, de les accompagner. Donc on a une vraie mission. Donc il y a une vraie valeur aussi ajoutée au sens de la fidélisation des salariés et des... Oui. La fidélisation reste essentielle, même au niveau économique, ça c'est certain. Et côté Home Exchange ? Ouais, bon, je suis très d'accord avec tout ça, donc je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Peut-être un autre angle intéressant, c'est que nous, donc par exemple, on a une politique diversité et inclusion qui est très importante pour Home Exchange, mais ce n'est pas juste pour avoir coché une case, c'est le fait que pour nous, je l'évoquais tout à l'heure, avoir une équipe diversifiée, c'est aussi une équipe qui représente beaucoup mieux notre communauté de voyageurs. Donc en fait, après, on développe un produit qui est bien plus adapté et pas juste focalisé sur une population européenne, blanche, etc. Et ça, en fait, déjà, c'est mieux pour notre communauté. Et en plus, si je prends le côté un peu cynique de ça coûte de l'argent ou autre, l'impact, c'est peut-être pas du ROI sonnant et trébuchant tout de suite, aujourd'hui et tout de suite. Mais si demain, on a un service qui est beaucoup plus adapté, je sais pas, pour les personnes qui veulent voyager en fauteuil roulant, non seulement c'est bien d'un point de vue sociétal, mais en plus, y a du coup plein de gens qui vont partir en échanger peut-être avec un appartement de quelqu'un qui est aussi en fauteuil roulant. Donc non seulement c'est génial pour lui, et nous, ça fait du business, si on doit dire que c'est ça plus cyniquement. Donc oui, ça coûte des sous, mais c'est aussi plein d'opportunités. Et je pense que tu vas parler de ça en conclusion, mais voilà, une entreprise plus robuste qui traverse les crises. Donc effectivement, je pense qu'on retiendra pour conclure un peu cet échange que effectivement ces différentes entreprises qu'on vient de voir qui sont toutes passionnantes, dans mon point de vue, j'espère que les étudiants qui sont présents vont tout de suite envoyer leur candidature s'ils ont terminé leur M2. Et en tout cas, j'espère que ça vous a permis de toucher du doigt que effectivement, c'est mieux d'être engagé quand on est en bonne santé parce que ça permet d'avoir les ressources pour investir, effectivement. Donc il y a un coût à cette démarche engagée, mais que c'est un véritable investissement qui génère un retour extrêmement bénéfique dans la mesure où les salariés sont beaucoup plus impliqués. Donc ça génère de la valeur par l'intelligence collective, ça génère de la valeur par la fidélisation des salariés, ça génère de la valeur par tout ce que vous avez évoqué les uns et les autres, que je ne vais pas répéter. Donc engagez-vous si vous êtes entrepreneur, changez de statut, labellisez-vous Bicorp, faites la démarche d'entreprise à mission, convertissez-vous à la démarche coopérative et adoptez un statut associatif. Si vous vous apprêtez à créer votre structure, c'est une voie aussi. En tout cas, j'espère que cet atelier vous aura emballé et que vous repartirez plein d'idées pour choper le bon employeur qui donnera du sens et de la valeur à votre valeur ajoutée en tant que jeune étudiant ou qui vous permettra à vous, entrepreneurs, de détecter les bonnes pépites qui seront à l'écoute de vos orientations responsables dans la société. Merci à toutes et à tous et à bientôt.